Ce matin, une image d'autrefois est venue ouvrir mes paupières. L'image de mon père qui se lève tôt le matin, met son costume noir en tergale et sort. Il fait nuit à cette heure d'hiver. Il fait encore plus nuit dans cette chambre sans fenêtre. La chambre étroite de mon père et ma mère, où les livres sur l'étagère disent des choses à voix basse. Où le lit prend toute la place à côté d'un frigo, vieux et rouillé qui vrombille, ronfle et s'arrête, puis recommence. À pas léger, il traverse le couloir large d'à peine 1 mètre, long d'à peine 3 mètres, murmure quelque chose à ma mère et referme la porte de l'appart. Et puis le silence revient, pur, dense, dans la matière sombre de la nuit. Il allait prendre le car. On n'avait pas de voiture à l'époque. On n'en a jamais eu d'ailleurs. Il était instit à Bni Saden, une tribu tamazirte du Moyen Atlas à 35 km au nord-est de chez nous, à Fès. Il enseignait la grammaire, l'histoire, la géographie et les leçons de choses en arabe classique. Il y restait les jours de la semaine, puis revenait le week-end et repartait, encore et encore. Je ne sais pas grand-chose de comment était sa vie là-bas. Je dis là-bas comme quand on parle d'un lieu qui nous est étranger, le lieu autre, l'intervalle de l'absence. Je n'y suis jamais allé, mais je sais que là-bas, il a connu une famille amazir, Al-Jazouli. Leur fils est venu s'installer chez nous pendant 1 ou 2 ans pour la rentrée au collège. Voici chez nous 2 pièces de taille moyenne dont les fenêtres aux arabesques en fer forgé donnent sur la cour intérieure de l'appart des voisins du rez-de-chaussée. Entre les deux, le couloir étroit dont la grille en fer forgé donne aussi sur la cour. À droite, le long du couloir, la chambre de mon père et ma mère. Et la cuisine étroite. Et dans la cuisine étroite, les toilettes étroites. Si quelqu'un veut aller aux toilettes, vous comprenez. Il fallait que ma mère arrête sa préparation culinaire pour laisser quelqu'un y aller et elle reprenait une fois les toilettes évacuées. De la cour intérieure du rez-de-chaussée remontaient ces bruits habituels et quotidiens, sans lesquels le jour ne serait pas jour. Les conversations, les rigolades, les disputes, le son de la radio que la voisine augmentait au passage d'une chanson de Abdelhadi Belkhayet. On dormait, ainsi garçon et fille dans la même pièce, de taille moyenne à l'extrémité nord du couloir. Ma sœur, Mani, 12 ans de plus que moi. Mon frère Ahmed, 9 ans de plus que moi. Mon frère Driss, 4 ans de plus que moi. Ma sœur Fatiha, 2 ans de plus que moi. Et ma cousine, Zhor, plus jeune de 8 ans, qu'on avait adopté bébé. On l'a trouvée un matin froid sur le dos de sa mère, morte, écrasée par un gros camion Ford. Son père a dit qu'elle ne pleurait pas. Elle ne savait pas ce qui lui était arrivé au juste. Le jeune Al-Jazouli dormait dans la pièce de taille moyenne à l'extrémité sud du couloir, pièce destinée à accueillir les invités quand ils arrivaient à l'improviste de la campagne, pour rester quelques nuits chez nous. Il parlait en arabe marocain avec nous et quand ses parents venaient, il parlait en tamazir. C'est la langue de l'étranger. Après lui, on a accueilli mon cousin pendant 2 ans pour ses études au collège. Mais je me pose une question. Mon père, a-t-il lui appris le tamazirt ? Je ne le sais pas. Personne ne le sait d'ailleurs. Et personne ne le saura jamais. Un jour, il n'a plus porté son costume en tergale. Il n'a plus pris le car pour se rendre à Bni Saden. J'avais 6 ou 7 ans à l'époque. Mais c'est à sa mort, bien plus tard, que mon oncle m'a raconté pourquoi il avait choisi d'arrêter. Et ça c'est une autre histoire.
Il avait enfilé une djellaba en laine et était parti dans son village natal, dans une petite mosquée vernaculaire en terre. Une hsira, tapis en jonc, une couverture marron trouée, une bouilloire, un camping-gaz, des livres de grammaire, de poésie et de théologie, quelques récipients de cuisine grossiers et rien d'autre. 3 semaines là-bas, entre silence et prière, et 2 semaines chez nous, et quelquefois le contraire, il était devenu Fkih Msharrat, un imam ordinaire qui guidait les prières collectives du vendredi et donnait des cours d'arabe classique. On l'appelait Sil Hajj, le pèlerin. C'est un titre arabe qu'on donne à ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque. Mais mon père, il n'est jamais allé à la Mecque. Et je l'ai même entendu dire un jour à quelqu'un que le voyage, le vrai, est celui qu'on fait en soi-même avec Dieu, et que souvent les pèlerins se voyaient racheter toutes leurs fautes, et devenaient vaniteux et suffisants. Le silence de mon père emplissait l'espace de l'appart. Il ne disait presque rien, juste les mots brefs, quand c'était nécessaire. Il restait à moitié sur le lit ou la banquette, les yeux penchés sur un livre ancien, et parfois je l'entendais chuchoter un verset coranique ou un vers de poème. Il les récitait dans son monde à lui. Il ne disait rien, presque rien. Mais il m'arrivait d'assister avec lui à des cérémonies d'enterrement d'un proche. Il psalmodiait avec d'autres le Coran ou chantait des poèmes mystiques, et je l'entendais dans les pauses débattre d'une interprétation d'un verset ou d'une règle de grammaire. Il débattait avec ferveur. L'arabe marocain embrassait l'arabe classique. C'était une sorte de symbiose entre les deux où il était difficile de démêler leurs fils. Cela se passait naturellement. Des phrases en marocain serties de vocabulaire classique, de vers, de versets ou de proverbes. Mon père dans les albums photos, vous le verrez toujours dans un coin, avec un livre, tandis que les autres sont autour d'une table ou en train de danser ou je ne sais quoi encore. Pour mon père, le livre, c'était vraiment son monde. Est-ce le souvenir des voisins que tu as laissés à Doussalam, qui fait couler de tes yeux les larmes mêlées au sang? Est-ce le vent qui a soufflé sur Kazma? Est-ce l'éclair qui a fulguré dans la nuit obscure des vallées d'Idam? Pourquoi tes yeux, quand tu les sommes de se retenir, augmentent-ils encore plus leurs larmes? Pourquoi ton cœur, quand tu lui dis « Réveille-toi », s'absente-t-il plus encore? Les voix du jeudi, cycle de rencontres poétiques et musicales à l'initiative du Théâtre des Marronniers et de l'Espace Pandora. Ce soir, Mohamed El Amraoui, poète et traducteur. Mohamed El Amraoui qui, pour illustrer ce court propos, nous offre encore ces quelques mots. J'avais peut-être 19 ans, les yeux pleins de nuit et de rêves précaires. Je n'avais d'autre ambition que d'arriver à parler et écrire correctement, de ne plus avoir peur de me tromper à chaque mot ou syllabe. Mais le chemin pour y arriver était flou. Ça tanguait devant moi, pourtant il fallait le traverser. J'allais au centre culturel français de la nouvelle ville pour emprunter quelques livres de poésie. Une bibliothécaire m'appelant le marchand de poésie
m'indiqua qu'il y avait aussi une bibliothèque audio, des cassettes et des disques vinyles que personne ne consultait. Je découvris alors les voix de Jean Vilar lisant Saint John Perse, de Laurent Terzieff lisant René Char, de Serge Reggiani lisant Baudelaire et Cocteau, de Henri Pichette lisant Une saison en enfer de Rimbaud, ou encore La voix hantée d'Antonin Artaud. Cela me rappelait aussi les voix qui doublaient les films western et les péplums et qui donnaient à cette langue une limpidité que je ne trouvais pas dans celle que j'apprenais à l'école. J'écoutais alors ces voix. Je ne comprenais pas tout, mais la musique de la langue me proposait un transport inédit. De la musique avant toute chose. Il m'arrivait aussi de mettre à fond la musique de Wagner, de Beethoven ou de Bach, et de diriger un orchestre invisible. J'entendais ma mère dire « Mon fils est devenu fou. Soit il écoute des voix seulement sans musique, soit il écoute une musique de djinn sans voix. » Je dirais seulement que Dieu le protège. Ya no estás más mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos concentraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. C'est l'histoire d'un amour comme il n'en existe nulle part ailleurs. Un amour qui m'a montré tout le bien, tout le mal. C'est l'histoire d'un amour comme il n'en existe nulle part ailleurs. En classe.
de 2e année du collège, qui correspond à la 6e en France, la prof nous demande d'écrire une rédaction sur l'eau. J'écrivis alors un récit sombre, où des habitants d'un village n'arrivaient pas à dormir la nuit tellement il faisait chaud. Ils étaient tous dehors. Les puits et les rivières étaient secs. Les enfants mouraient de fièvre dans les bras de leur mère qui se lamentait et interrogeait le ciel, etc., etc., etc. Le jour où la prof devait nous rendre les notes, j'étais impatient de savoir la mienne. Alors la prof commençait, comme d'habitude, par les notes les plus élevées. Elle distribuait alors les rédactions, et puis les notes baissaient au fur et à mesure, et ma surprise augmentait. À la fin, elle a dit, il y a bien sûr un élève qui n'a pas encore eu sa note. Alors, avant de lui rendre sa feuille, je voudrais d'abord en dire quelques mots. Elle commença alors à faire des éloges hyperboliques sur le style de la rédaction, la comparant au grand écrivain Khalil Gibran. Alors les autres enfants me regardaient, effarés. Oh, j'étais moi aussi troublé, gêné. Et ma rédaction devait être hors compétition. Mais la prof finissait ses louanges en disant que malheureusement, le contenu était hors jeu. Elle soupira et elle passa à autre chose. La feuille est restée sur son bureau et pendant tout le cours, je me demandais quelle note elle avait attribuée à Khalil Gibran. Eh bien, à la fin, j'ai vu la note. C'était un 0 de taille moyenne, en rouge, en haut, posé, sans aucun commentaire. Et puis la prof me demanda de rester 2 minutes avec elle. Elle se pencha légèrement vers moi, le regard fixe derrière ses lunettes aux verres très épais, et elle expliqua que si je voulais écrire des poèmes ou des fictions, pourquoi pas. Mais ce qui était demandé à l'école, c'était autre chose. Alors, petit, il faudra dorénavant que tu fasses autrement. Et elle m'expliqua que si je voulais continuer à écrire des poèmes, des fictions, pourquoi pas, mais surtout pas à l'école. Il faudra que tu répondes aux consignes, si tu veux réussir tes études, monsieur. D'accord? Mais quand même, avant de prendre la porte, elle baissa ses yeux vers moi. Elle m'interpella une dernière fois. Ne t'inquiète pas. Ce 0, c'est un avertissement. Je ne le compterai pas dans le bulletin. Ah, merci, madame. Merci. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de cette rédaction. Je l'ai peut-être cachée ou déchirée de peur d'avoir une raclée de mon frère Ahmed. En tout cas, ce n'était pas à l'école. Je l'avais compris qu'il fallait rêver, écrire, comme Khalil Gibran. Et à partir de ce moment-là, je tentais de suivre les consignes de la prof. Alors, sachez que jusqu'en 4e année du collège, la 3e en France, j'avais la meilleure note en arabe en classe, mais l'une des plus mauvaises en français, comme toujours.
lèvres ont commencé à se rapprocher pour dire M et B. Et c'est évident. Le M de mama ou maman est universel. Peut-être ou presque. Mais c'est évident en tout cas. Je n'ai pas choisi la langue de maman, et c'est évident. La langue de ma mère, c'est elle qui m'a choisi, c'est pas moi. Et c'est évident. J'étais dans le besoin ou comme si j'étais forcé de... Elle est venue à moi, quoi. Et c'est évidemment évident, dans un appartement de Fès, que j'ai oublié, que j'ai vu un jour, plus tard, et que j'ai encore oublié après. J'ai crié, j'ai balbutié, j'ai chantonné, j'ai marmonné des choses intelligibles. J'ai parlé, j'ai rêvé dans la langue de ma mère. Et c'est évident. La langue de ma mère est ce qu'on appelle El Derja, que l'on traduit par l'arabe dialectal. Et cette langue, c'est ma langue maternelle. Ma langue maternelle. Ma langue maternelle. Ma langue maternelle. Mohamed El Amraoui, poète, performeur et traducteur, né en 1964 à Fès, au Maroc. Il vit en France depuis 1989. Études de linguistique et de philosophie, il écrit en français et en arabe. Se produit dans différents lieux et festivals, seul ou avec des musiciens en France et à l'étranger. Il figure dans plusieurs anthologies en plusieurs langues. Parmi ses publications, la plus récente, Pièces détachées d'une charrue, et quelques autres, Un palais pour deux langues, Des moineaux dans la tête, Récits, partitions et photographies, De ce côté-ci et alentour. Mais il est aussi traducteur, et parmi ses traductions, l'anthologie de la poésie marocaine contemporaine et, plus récemment, Interlude poétique de Palestine. Mohamed El Amraoui évoque quelque certain partage frontalier. Il visite le son étranger de toute langue, dès lors qu'est prise la mesure à la fois lyrique et intériorisée de l'exil, ce tremblement inquiet et bientôt musical des signes de réciprocité en nous et hors de nous. Mohamed El Amraoui exalte cette liberté d'être autre en tout lieu de l'identité, d'être autre en tout lieu de l'identité. Brève, décembre 1988. Lyon baigne dans les lumières de Noël. L'hiver enfle d'engelures et de crevasses sur mes doigts. L'esprit s'enfle de tristesse, la solitude aussi.
je reprends encore, sans me rendre compte, le quatrain du bateau ivre, qui suit le vers que je ne cessais de réciter auparavant. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Regretter l'autre rive, regretter d'être enfui dans le désir d'eau d'Europe. La flaque de vent est froide, la flaque où s'entasse idée noire, arrachée de son sol. Brève, octobre 1991. Rencontre de A. Langue et main de feu. Orbite noire. Épileptique. Vêtements noirs. Rire noir. Quasi plus que forme noire. Et l'on s'habitue enfin. Debout à côté des rideaux frissonnants d'un appartement rue d'Alésia, me faisons lire Gerasim Luka et m'offre Le Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau. Page de garde, dédicace, avec le désespoir de ne jamais être Clara. Brève, février 1994. Ah, m'appelle. Gémissement long, très long, jeté, qui s'avance tendrement pour annoncer un drame. Luca, le dernier des surréalistes, s'est jeté dans la Seine aujourd'hui, me dit-il. Et dans la cour, en bas, odeur très nette de choses d'hier. Encore, aujourd'hui. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était elle ou mon dos. Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive où je meurs. Le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes nuits? Que faut-il faire de mes jours?
corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. Une heure du matin. Après une hésitation épuisante entre regarder un film, n'importe lequel à la télé, ou lire quelques énoncés de Wittgenstein, il a fini finalement par se mettre aux toilettes et marquer des croix sur les activités artistiques de la ville dans un journal. Sachant qu'il y avait peu de chances qu'il se déplace pour les voir. À 2 heures du matin, il a dormi, puis a sorti un rêve de sa tête à 5 heures, a souligné les associations les plus monstrueuses et commençait à contempler le noir du plafond jusqu'à 8 heures. Puis s'est rendormi jusqu'à 10 heures. Les volets encore fermés, la fatigue gagnait peu à peu le jour et il savait que cela recommencerait peu après, alors que le poème s'adossait déjà à un fracas de vertèbres de sommeil et de sombre philosophie. Le matin. Une solitude descend du plafond jusqu'aux meubles. La conscience passe. Il avait trouvé en bas des escaliers une serrure neuve, des clous étalés comme des virgules et un hasard objectif dans une pellicule photo humide. La vieille voisine, aux 3 cancers sous la poupe, amenait son chat déguster des boules marrons sous une R4 rouge. Un souffle grimpe, une échelle, assortie au poumon. Nuit. Le cœur sursaute à chaque chute de feuilles. L'ombilic retentit par intermittence à des nœuds de gaz au-dessus de l'immeuble.
La lune est un téton en silicone de vieille vache pendant au-dessus du toit. Des fenêtres en perpétuelle contraction et les balcons des greniers ouverts, avides de choses hétéroclites. Et même le bus, quand il arrive, à la station d'en face, il prend la forme de ce qui provoque l'angoisse. Une inquiétante étrangeté, enflée, d'où entrent et sortent des cubes et des morceaux de scènes humaines. La forme passe, mais l'étrangeté reste un moment, fumée grise, presque familière au lieu, avant de disparaître, puis réapparaître au passage suivant du bus. Et le lieu semble guetter en lui une nuance secrète et adverse. Suspectus, unheimlich, uncanny, siniestro, shaitani. J s'allonge sur son lit hivernal et à côté de lui, la vie aussi s'allonge. Comme un tissu, avec des taches de malchance, d'obsession, d'illusion, de lutte et de simples péripéties. Pourtant, un rêve subsiste parmi les orangers. Nelen kimsene çatan bilmirem. Nelen kimsene çatan bilmirem. Ayrılık, ayrılık yamanda ayrılık. Bildetler ola yaman yarlık ayarlık yaman da ayarlık bildetler ola yaman yarlık. La langue arabe dans laquelle j'écris, je ne la parle pas quotidiennement. J'écris le quotidien dans une langue qui n'est pas quotidienne. Et pourtant, je l'ai choisie. J'écris et parle le français quotidiennement. Je l'ai choisi. Et pourtant, il m'est doublement étranger. Mais la langue que j'ai choisie, à un moment où elle était prête à me choisir,
L'avais-je vraiment choisi ou n'était-ce qu'une illusion? Je dirige mon attention vers les lettres qui se composent devant moi, qui se mettent à composer mes yeux et ma voix. Je suis avec ma main leurs contours, et j'obtiens à force de répéter le geste l'illusion que je les maîtrise, et je voudrais réinventer leur sens. Et le labyrinthe de la langue se perd en moi. Je me perds en elle, en moi-même. Je me sépare de moi, à mi-chemin de moi. Je m'abandonne en elle, en elle. Je dis langue, et dis langue, et comme si chacune des langues convergeait vers un point de ralliement, et que ce mouvement se faisait malgré soi, invinciblement. Puis, invinciblement se rétracte, s'arrête, revient à soi, se défend d'être autre que soi, et refuse de faire nombre avec l'autre, et se dit fière d'être elle, singulière et unique, puis redémarre et conjugue un bout d'elle à une autre, se réfracte, et les sons de ma bouche forment une masse consistante et tout de même inconsistante. Je navigue entre un son et un autre, et le sens, chaque fois, se révèle la même chose, et pourtant tout autre chose. Chaque fois, si familier qu'il devient étranger, étranger à lui-même. Je me sais cuivre et voudrais m'éveiller clairon, disait Rimbaud. Entre l'un et l'autre, un devenir qui enfante une langue autre, une langue d'Orient et d'Occident, une langue qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, une langue qui cherche, à chaque fois qu'elle apparaît sur ma langue, à être quelque part dans un nouvel espace et qui voudrait le créer.